Bonjour, Nyagale Bagayoko, et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse, présidente de l'African Security Sector Network. Vous avez notamment écrit Le multilatéralisme sécuritaire africain à l'épreuve de la crise sahélienne. C'est paru en 2019 aux éditions de l'Université Québec-Montréal. Là, clairement, on est dans une victoire stratégique qui pourrait avoir des conséquences. À mon sens, on n'est pas dans une victoire stratégique, on est dans une victoire opérationnelle de niveau tactique, absolument indéniable, mais qui, à mon avis, ne va pas fondamentalement modifier les équilibres et la progression d'un certain nombre de groupes sur le terrain. Pourtant, le numéro 1 de l'EI était une figure centrale du mouvement. C'était lui qui l'avait créé en 2015. Et puis, il s'attaquait à des combattants, mais aussi à des civils. Alors, non seulement il l'avait créé en 2015, mais il était présent au Sahel depuis bien plus longtemps, sans doute depuis le début des années 2010. Il a appartenu à Al-Qaïda au Maghreb islamique, puis ensuite au Moujao, puis ensuite au groupe Al-Morabitoun, avec lequel il a fait sécession pour précisément créer ce groupe et s'affilier à l'État islamique. Donc effectivement, il s'agit d'une figure qui maîtrisait non seulement ses combattants, mais qui connaissait extrêmement bien également les autres acteurs de la galaxie djihadiste qu'il combattait d'ailleurs d'un autre côté. Donc à n'en pas douter, cela désorganise et déstructure de manière conséquente la chaîne de commandement au sein de l'État islamique au Grand Sahara, d'autant plus que le numéro 2, le numéro 3 ont également été soit neutralisés, soit interpellés. Donc effectivement, c'est une victoire et un succès indéniable, mais qui, à mon avis, ne s'inscrivent pas dans une dynamique de fond, étant donné la façon dont ces groupes démontrent leur résilience et leur capacité très rapide de régénérescence. Quel est votre avis sur le calendrier? Le numéro 1 a été tué, nous dit Paris, au mois d'août. On l'apprend presque un mois plus tard. Pourquoi, à votre avis? Le temps de vérifier si c'était bien lui qui avait été assassiné? Alors, les premières rumeurs de la mort de Hawass, comme on le surnommait, remontent à peu près au 20-22 août. Donc, sont apparues quand même très rapidement. Donc, le délai pour que les autorités françaises s'expriment à ce propos me paraît très long et on peut s'interroger sur la question de savoir si les rumeurs qui entourent aujourd'hui les négociations qui seraient en cours entre les autorités maliennes et la Russie, plus exactement la compagnie mercenaire Wagner, n'accélérerait pas la volonté de la France de démontrer qu'elle est efficace en réalité au Sahel, parce qu'il y a un très grand doute et un très grand scepticisme, y compris dans l'opinion publique malienne. C'est une manière pour la France de reprendre la main au Mali ? Je ne sais pas si c'est une façon de reprendre la main, mais c'est en tout cas une manière d'affirmer qu'elle reste un acteur présent. D'ailleurs, Florence Parly l'a dit de manière extrêmement claire pendant sa conférence de presse. Il ne s'agit absolument pas de renoncer en quoi que ce soit à la lutte antiterroriste au Sahel. Et la déclaration qui a clos sa conférence de presse, où elle dit qu'en effet, on ne peut pas accepter que de nouveaux acteurs viennent perturber le type de dispositif qui a mis en place, est quand même beaucoup plus mesurée, je trouve, que les déclarations qu'on a pu entendre il y a quelques jours, laissant entendre qu'il y avait une ligne rouge qui pourrait automatiquement conduire au retrait français. Même si on sent que la France et le Mali, c'est pas la confiance qui était présente il y a en 2013. Aujourd'hui, le Mali est conduite par la junte, par les militaires. Le calendrier est plutôt flou. On ne sait pas s'ils rendront et quand ils rendront le pouvoir aux civils. Ça, il est certain qu'entre 2013 et 2021, le changement dans la nature des relations diplomatiques entre la France et le Mali est absolument majeur. Moi, à mon sens, les deux pays traversent une crise diplomatique profonde, mais qui ne date absolument pas du premier coup d'État, ni même du deuxième, qui remonte, à mon avis,
à l'époque du sommet de Pau, où justement on a beaucoup entendu parler de cette concentration sur le IGS, groupe auquel appartenait Al-Sahraoui, alors que les autorités maliennes, le président avait décidé d'entrer en négociation avec l'autre groupe djihadiste, le NJNIM, affilié à Al-Qaïda, et ce désaccord perdure, quelles que soient les autorités civiles ou militaires qui se succèdent. Et le Mali, je trouve, aujourd'hui, est en mesure de jouer une carte assez fine, en démontrant la diversité de ses partenaires, qui ne sont d'ailleurs pas nouveaux. Dès 2012, il y a eu des accords signés entre la Russie et le Mali, renouvelé en 2019. Donc cette présence et cette relation russe n'est pas nouvelle, d'autant plus qu'elle date aussi de l'époque de la post-indépendance. Donc le Mali, aujourd'hui, cherche à s'affirmer et maintient ses options, y compris sur le plan intérieur, sur cette question des négociations. On voit très bien qu'il est également extrêmement ferme sur la nécessité, sans doute, de prolonger la transition, et ça en désaccord avec les autorités françaises. Donc je pense qu'il est très intéressant d'analyser la capacité d'un État comme celui-ci, réputé faible et soumis au partenariat extérieur, à s'affirmer aujourd'hui face à ses alliés traditionnels. Même si cet accord n'est pas encore ni confirmé ni infirmé par les autorités russes. Est-ce que la victoire des talibans en Afghanistan change la donne pour les Français au Sahel ? Est-ce que la leçon que les Américains, ce revers que les Américains ont subi en Afghanistan, est-ce qu'on en fait une leçon pour les Français ? Mais j'ai l'impression que non, malheureusement et étrangement en réalité, parce que on entend de la part des autorités françaises depuis hier notamment, un discours extrêmement volontariste qui affirme la volonté de poursuivre la lutte antiterroriste en modifiant certes le dispositif opérationnel sur le terrain, mais en restant dans la même logique de lutte contre le terrorisme international. Et il me semble que les recettes qui ont été utilisées en Afghanistan, aussi bien par les civils que par les militaires, je pense qu'il est très important de souligner cela, sont aussi utilisées au Sahel, et je crains qu'elles ne soient promises, elles aussi, si ce n'est à un échec aussi retentissant que celui rencontré en Afghanistan, mais au moins à un succès extrêmement limité. Merci beaucoup Nyagale Bagayoko pour vos explications, chercheuse et présidente de l'African Security Sector Network.